Carcassonne, durant l'Antiquité, c'est l'oppidum de la tribu celte des Volques tectosages. Nos Volques, ils s'installent ici, sur une hauteur, pour dominer la vallée de l'Aude. C'est un verrou stratégique pour le Languedoc. Ici, en plus, on contrôle l'accès aux deux mers, la route qui mène de la Méditerranée à l'Atlantique. Eh bien, les Romains vont conquérir cette région au IIe siècle avant notre ère, pour permettre de connecter avec leur nouvelle conquête de l'époque, qui était l'Espagne. Donc pour aller d'Espagne en Italie, les Romains ils vont annexer toute une bande du littoral méditerranéen qu'ils vont appeler la Provincia, avec Narbonne pour capitale. Carcassonne en fait donc partie. Et un peu plus tard, au IIIe siècle, quand les Romains vont être menacés, la Gaule romaine va être menacée par les premières invasions barbares, eh bien Carcassonne, qui est donc romaine, va se ceinturer avec une première ligne de remparts, des remparts romains que vous pouvez voir encore aujourd'hui, ils sont parvenus jusqu'à nous, tout à fait typiques, avec leur demi-tour circulaire et leur appareillage en petites briquettes rouges. Carcassonne, au Moyen-Âge, c'est évidemment la conquête du sud-ouest par les troupes du roi de France, le royaume du Nord, avec les Philippe-Auguste, Saint-Louis, Louis VIII, ils vont mettre la main sur l'ancien empire des Visigoths. Et pour ça, ils vont se servir d'un prétexte, les cathares. Et oui, cette forme de dissidence du christianisme, les cathares, ils voulaient retourner à la pureté des chrétiens, c'est-à-dire une église dépouillée de tous les avantages en nature, des privilèges, la thune, etc. Ouais, l'église, elle était un petit peu trop tombée dans le temporel à l'époque. Les cathares, ils rejettent tout ça, et là, évidemment, le pape, il va gueuler, il va donc envoyer les troupes du roi de France conquérir ce royaume du sud-ouest, parce qu'à l'époque, les grands seigneurs du sud-ouest, les comtes de Toulouse, les comtes de Carcassonne avec les Trincavel, ici dans leur château comtal, ils ont défendu les cathares. Et ben, ils ont perdu, et ils ont perdu leur royaume au profit du roi de France. Et oui, le point noir de cette période, cette conquête du sud-ouest par les hommes du nord, c'est vraiment le massacre des cathares, l'Inquisition. Ça se tenait ici, dans le château comtal de Carcassonne, avec derrière moi la tour de la justice, et avec à côté de moi le logis de l'inquisiteur. Il habitait là, le mec, avec aussi derrière moi la tour de l'Inquisition. C'est là où les mecs étaient suppliciés, les condamnés et torturés. Venez voir. Elle est là, la tour de l'Inquisition. Ah, ça fait froid dans le dos, j'y vais pas. Une fois conquise par les hommes du Nord, Saint-Louis va chasser les habitants de Carcassonne et les envoyer en bas, dans la ville basse, la fameuse Bastide Saint-Louis. Alors, la ville haute, elle, va devenir une sénéchaussée, le siège de l'administration des Capétiens du royaume du Nord, qui maintenant règne sur Carcassonne et ses alentours. Et Saint-Louis va décider de doubler sa ligne de rempart. Au premier rempart gallo-romain de la forteresse, ici, viennent s'ajouter au Moyen-Âge une deuxième ligne de défense, avec entre les deux les lices, là où on faisait les tournois de chevaliers au Moyen-Âge. La voilà, notre Bastide, voulue par Saint-Louis pour loger les habitants de Carcassonne au Moyen-Âge. Alors, la Bastide de Saint-Louis, c'est une petite ville typique du sud-ouest, ces fameuses Bastides, des villes fortifiées, construites sur un plan en damier, c'est-à-dire avec un réseau de rues orthonormées qui se croisent à angle droit, articulées autour d'une place centrale. Cette place centrale, c'est ici notre place Carnot. Carcassonne, à l'époque moderne, c'est donc une ville bicéphale où petit à petit, la ville basse va prendre le dessus sur la ville haute. Et oui, la cité, la citadelle, la sénéchaussée, c'est le siège du pouvoir, l'administration. La ville basse, c'est là où on fait du pognon, du commerce. À Carcassonne, on fait des draps. Pendant longtemps, la ville de Carcassonne va être même le premier centre de production textile du royaume de France, à tel point que c'est ici, à la fin du XVIIe siècle, que Colbert va créer à Carcassonne une manufacture royale de draps. Il en reste un vestige, ici, du XVIIe siècle, à l'entrée du Pont-Vieux. Le Pont-Vieux, c'était le premier pont qui reliait, il date du XIIIe, XIVe siècle, il reliait la ville haute de Carcassonne à la ville basse. Il est là. Tenez. Quand je vous disais que c'était une manufacture royale de draps, c'est pas des conneries, c'est écrit dessus. Allez. Il en sait, le mec. Il y a un signal qui va montrer la supériorité prise par la ville basse sur la ville haute au XVIIe siècle, c'est le transfert du palais de justice dans la ville basse. Ça y est, la sénéchaussée n'a plus aucune importance, puisque le palais de justice, le présidial à l'époque, il va être créé ici, à la fin du XVIIe siècle, adossé au rempart. Bon, ça a été transformé à la fin du XIXe siècle pour créer le musée des Beaux-Arts, mais il reste quelques vestiges, notamment dans la rue de Verdun, avec les restes de la prison. Il
y a un autre événement qui va montrer la supériorité de la ville basse sur la ville haute, c'est quand la cathédrale Saint-Nazaire, là-haut, là, dans la citadelle, va perdre son statut de cathédrale au profit de l'église de la ville basse, l'église Saint-Michel, qui devient donc une cathédrale en 1803. Et oui, ça y est, la ville basse, c'est au-dessus. Carcassonne, à l'époque contemporaine, elle va perdre de sa superbe. Je vous parle même pas de la citadelle, hein. La ville haute qui, elle, devient carrément malfamée. Non, 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 la ville basse, la Bastide Saint-Louis, elle aussi, elle va morfler. Le drap, ça paye plus. Il y a plein de raisons à cela. La Révolution, la concurrence venue de Marseille, mais aussi la perte d'un marché important pour Carcassonne, la laine venue d'Espagne. Bref, Carcassonne va devoir se repenser. Et pourtant, début du 19e siècle, une erreur avait été réparée pour Carcassonne, pour l'aider dans son prestige, son rayonnement commercial. C'est le canal du Midi qui, enfin, vient ici. Il a été créé au XVIIe siècle par Louis XIV avec Riquet et il passait à l'époque à 3 km de Carcassonne. Ça a favorisé ses voisines comme Castelnaudary. Là, ça y est, le canal du Midi, il est là, mais c'est trop tard pour le drap. Carcassonne va devoir se repenser. Carcassonne va donc devoir se repenser. Elle va se détourner du commerce de drap pour se tourner vers la dentelle. Et pas n'importe laquelle dentelle. Sa dentelle de pierre, sa forteresse, regardez, hérissée de toutes ses tours avec ses créneaux qui étaient en train de disparaître. À Carcassonne, le miracle va venir d'un enfant. Il s'appelait Jean-Pierre Cros Mervieille. Et un jour, en 1816, il a assisté à la démolition de la grande Barbacane qui datait de Saint-Louis. Elle était ici, regardez, elle a disparu. On voit encore le passage couvert qui y conduisait, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et non, on a beau chercher, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, la grande Barbacane a été remplacée par l'église Saint-Gimé au milieu du 19e siècle. Et là, Jean-Pierre, il se dit, c'est pas possible, c'est pas toute la citadelle qui va disparaître. Heureusement, rassure-toi, Jean-Pierre, nous sommes dans la première partie du 19e siècle, avec le courant romantique né en France, l'envie de préserver nos ruines, nos monuments du passé. Écoutez cette magnifique phrase de Victor Hugo qui disait à l'époque: nos monuments, nos vieilles pierres, sont le livre de pierre sur lequel est écrit notre histoire. Ça doit pas disparaître. En 1837, la première commission historique des monuments nationaux est créée avec Prosper Mérimée. Et grâce à Jean-Pierre Cros Mervieille, qui était un habitant de Carcassonne très influent, eh bien la citadelle va être protégée et restaurée par le fameux Viollet-le-Duc à partir de 1850. Bon, il a peut-être un peu exagéré la copie, mais c'est quand même magnifique. Regardez. Ah non, excusez-moi. À Carcassonne, si on veut que ça sonne, il faut tout prononcer. Donc on dit pas Saint-Gimé, on dit Saint-Gimer. Et on dit pas Jean-Pierre Cros Mervieille, on dit Jean-Pierre Cros Mervieille. Pas déconner quand même. Carcassonne, aujourd'hui, c'est donc une ville dynamique qui a su profiter de son patrimoine exceptionnel, de cette dentelle de pierre incroyable, unique en Europe de par sa taille et son état de conservation. Voilà pourquoi Carcassonne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et est un des sites les plus visités en France. Et c'est pas seulement pour la cité de Carcassonne ou la Bastide de Carcassonne, mais c'est aussi pour l'environnement magnifique. La vallée de l'Aude, le canal du Midi, les Pyrénées tout proches et les vignobles, le Corbière, le Minervois, excellent. D'ailleurs, c'est l'heure de l'apéro. On ne peut pas terminer cette petite balade dans Carcassonne sans évoquer Dame Carcasse, qui soi-disant sonne pour protéger les habitants de la cité d'envahisseurs francs, germaniques ou arabes. Non, je suis désolé, tout ça c'est de la légende, parce que Carcassonne, ça s'appelle comme ça depuis bien avant, dès l'Antiquité. En fait, Carcassonne, ça vient de deux mots celtes, car, la pierre, et casse, le chêne pédonculé. Alors, pédonculé, ça, faut bien le dire.